Une serveuse donne son sang à un patient aux urgences, ignorant qu'il est milliardaire, et reçoit en retour une demande en mariage. La pluie s'abattait violemment contre les fenêtres du petit café, une averse incessante qui transformait le parking en une nappe grise et scintillante. Anna essuyait la dernière table avec des mouvements lents et exercés, ses bras fins endoloris après un long service. Elle jeta un œil à l'horloge, c'était presque l'heure de fermer. Elle attrapa son imperméable juste au moment où un grand fracas métallique déchira le son de la tempête. Elle se figea. Un autre fracas, puis un grincement esséurant de métal sur l'asphalte. Son instinct prit le dessus. Anna se précipita dehors, la pluie trempant ses cheveux en quelques secondes. Ses baskets dérapèrent sur le trottoir mouillé alors qu'elle tournait à l'angle de la route principale. C'est là qu'elle le vit. Un homme gisait sur la chaussée, une flaque de sang se formait sous sa tête, ses membres dans des positions contre nature. L'avant d'une berline sombre était enfoncé à quelques mètres de là, son pare-brise brisé. Il n'y avait personne d'autre aux alentours. « Eh, monsieur, vous m'entendez » cria-t-elle en s'agenouillant près de lui. Pas de réponse. Sa poitrine se soulevait, à peine, mais il était en vie. Les mains tremblantes, Anna sortit son téléphone et composa le 911, sa voix tendue par l'urgence. Il y a eu un accident. Un homme a été heurté par une voiture. Il est inconscient. Je ne sais pas s'il va s'en sortir. L'opérateur posa des questions, mais les yeux d'Anna restaient fixés sur le visage de l'homme. Du sang coulait de la naissance de ses cheveux, sa respiration était superficielle. « Je reste avec lui, dépêchez-vous » murmura-t-elle avant de raccrocher. Elle arracha son tablier et le roula pour appuyer doucement sur la blessure à sa tête. Elle n'avait jamais vu autant de sang. Son estomac se noua, mais elle ne détourna pas le regard. En quelques minutes, des sirènes retentirent au loin. Quand l'ambulance arriva, les ambulanciers se précipitèrent à ses côtés, la repoussant doucement. « C'est vous qui avez appelé » demanda l'un d'eux. « Oui, il était seul » répondit Anna, en s'essuyant les mains sur son pantalon trempé. Les ambulanciers travaillèrent rapidement pour le stabiliser. « On a un homme, fin de la trentaine, traumatisme important, grosse perte de sang, pas de papier d'identité, pas de famille sur les lieux. »« Vous le connaissez » lui demanda un autre secouriste. « Non, » dit Anna, « mais je viens avec vous. » Ils la regardèrent. « J'étais la première sur les lieux » ajouta-t-elle. « Quelqu'un devrait l'accompagner. Personne ne devrait traverser ça seul. » Un ambulancier hésita, puis hocha la tête. « Très bien, montez. » À l'intérieur de l'ambulance, Anna s'agrippa à la barre du brancard tandis qu'il filait à travers les rues. L'intérieur n'était qu'un tourbillon de jargon médical, de machines qui bipaient et de bandages trompés. L'un des ambulanciers jura entre ses dents. « Il est O négatif, extrêmement rare, et nos réserves sont basses dans toutes les banques de sang locales en ce moment. »« Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Anna, s'agrippant à la barre de métal froide. « Ça veut dire que s'il perd plus de sang et qu'on ne trouve pas de donneur compatible rapidement, on risque de le perdre. » L'ambulancier croisa son regard. « Sauf si on trouve quelqu'un qui peut donner, immédiatement. » L'esprit d'Anna s'emballa. « Je suis O négatif, » dit-elle doucement. Les deux ambulanciers se tournèrent vers elle. « Vous en êtes sûr » demanda l'un d'eux. « Oui, j'ai donné mon sang une fois. Il y a des années. » Ils échangèrent un regard. « Vous pesez au moins 50 kilos, 110 livres ?» Elle se mordit la lèvre. « Non, pas tout à fait. Mais, alors on ne peut pas. » « Ça m'est égal, » l'interrompit Anna. « Je signerai n'importe quoi. Je prendrai le risque, s'il vous plaît. » L'un d'eux fronça les sourcils. « Mademoiselle, on ne peut pas vous laisser vous mettre en danger. Il y a des règlements. J'ai déjà vu quelqu'un mourir parce que je n'ai pas aidé. » Dit-elle, la voix brisée. « Je ne peux pas refaire ça. Pas quand je peux faire quelque chose cette fois. » Ils hésitèrent. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Je ne demande rien. Je ne veux juste pas qu'il meure. » L'ambulancier finit par hocher la tête. « Il faudra parler au médecin de garde aux urgences, mais si vous êtes prête à signer un consentement et à passer un examen rapide, il pourrait approuver une petite unité. »« Merci. » chuchota Anna, les yeux remplis de larmes. Alors qu'ils arrivaient à l'entrée des urgences, Anna baissa les yeux vers l'homme inconscient à côté d'elle. Ses traits étaient calmes maintenant, comme s'il ignorait à quel point il était proche de s'éteindre. Elle attrapa sa main, froide et tachée de sang, et la serra doucement. « Vous n'êtes pas seul, » murmura-t-elle. « Vous allez vous en sortir, je vous le promets. » Les portes de l'ambulance s'ouvrirent brusquement.
Des projecteurs, des brancards, des infirmières aboyant des instructions. Et Anna, trempée et frissonnante, suivit l'homme qu'elle ne connaissait pas dans le chaos des urgences, prête à donner son sang pour un étranger parce que son cœur ne lui permettait pas de faire autrement. Les murs blancs de la salle d'urgence semblaient plus froids que la pluie dehors. Anna était assise sur un banc étroit, trempée jusqu'aux os, ses doigts fins tremblants sur le presse-papier posé sur ses genoux. Les infirmières passaient en coup de vent, les machines bipaient, et derrière les portes battantes, l'homme qu'elle avait suivi depuis la rue s'accrochait à la vie par un fil. Un médecin sortit enfin, l'air pressé et tendu. « Vous avez dit que vous étiez au négatif ?» demanda-t-il, parcourant le formulaire qu'il tenait à la main. « Oui » dit rapidement Anna en se levant. « Nous avons fait un test rapide. Vous êtes compatible, confirma-t-il, puis il hésita. « Mais je crains que nous ne puissions pas approuver le don. » « Quoi ?» Sa voix se brisa. « Pourquoi pas ?» Il la regarda d'un air désolé. « Vous ne pesez que 44 kilogrammes. C'est en dessous du minimum requis pour donner du sang total en toute sécurité. »« Je me fiche des règles, lança-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du vacarme des urgences. « S'il vous plaît, prenez juste ce que vous pouvez. » Le ton du médecin resta calme, mais ferme. « Nous ne pouvons pas vous mettre en danger. Votre corps pourrait ne pas tolérer la perte. Vous pourriez vous évanouir, faire un choc. »« Je préférerais m'évanouir plutôt que de voir quelqu'un mourir, » l'interrompit Anna, les larmes montant rapidement. Plusieurs têtes se tournèrent. Une infirmière s'arrêta, en plein mouvement. « Anna Sarah Lupoint. Vous ne comprenez pas. Je dois le faire. » Le médecin croisa les bras. « Pourquoi? Vous ne le connaissez même pas. »« Parce que j'ai déjà vécu ça, » murmura-t-elle. Il fronça les sourcils. Elle prit une profonde inspiration, ses mains se resserrant sur le presse-papier. « Quand j'avais 18 ans, mon meilleur ami, Liam, a eu un accident de moto. Il avait besoin de sang de toute urgence. J'étais compatible, mais j'étais terrifié. Je n'avais jamais donné mon sang. Je détestais les aiguilles. J'ai paniqué. » Elle baissa les yeux, la voix brisée. « J'ai dit à l'infirmière que je ne pouvais pas, que je reviendrais le lendemain. Mais il n'a pas eu de lendemain. Il est mort cette nuit-là. » Le silence s'installa entre eux. Anna essuya ses yeux, en colère contre elle-même. « Depuis ce jour, je me demande chaque jour si j'aurais pu le sauver. Si peut-être mon sang aurait suffi. Mais je ne l'ai pas donné. J'ai fui. » Elle leva les yeux, le visage pâle et déterminé. « Je ne fuirai pas cette fois. S'il vous plaît, docteur, laissez-moi faire ça. » Le médecin l'étudia, l'attention sur son front se transformant lentement en quelque chose de plus réfléchi. Après une pause, il parla plus doucement. « Il existe des cas rares où, avec un consentement éclairé et une supervision médicale, nous autorisons un prélèvement partiel. Ce n'est pas idéal. Ce n'est pas courant. Mais c'est possible. »« Oui, » dit Anna instantanément. « Je signerai n'importe quoi, s'il vous plaît. Nous devons surveiller vos signes vitaux de près, et nous ne pourrons prélever qu'une très petite quantité. Juste assez pour le stabiliser, pas pour une transfusion complète. » « Et comprends. » L'infirmière à proximité s'avança, un presse-papier à la main. « Vous devrez signer une décharge volontaire. Elle stipule que vous acceptez les risques du don en étant en sous-poids. » Anna attrapa le stylo sans hésiter. Sa signature tremblait, mais elle était ferme. Quelques minutes plus tard, elle était assise sur un brancard incliné, un garrot serré autour de son bras. L'antiseptique lui brûlait la peau, mais elle ne sourcilla pas. L'infirmière inséra l'aiguille. Elle ferma les yeux. Des images lui revinrent. Liam riant sous un ciel d'été, le couloir de l'hôpital, ses pieds paralysés qui refusaient de marcher vers la salle de don, l'appel de sa mère le lendemain matin. Elle sentit une larme couler sur sa joue alors que son sang remplissait la poche. L'infirmière lui toucha l'épaule. « On est à la moitié. Vous vous débrouillez très bien. » Anna hocha la tête, sa respiration superficielle. Quand ce fut fini, ils l'aidèrent à s'allonger et à se reposer. Sa tête tournait, mais une étrange paix s'installa dans sa poitrine. De l'autre côté des urgences, son sang était déjà transporté en urgence dans la salle de traumatologie. Elle le regarda partir. Le médecin revint 10 minutes plus tard, son expression plus douce. « Il est stable, » dit-il. Anna cligna des yeux. « Vous lui avez fait gagner du temps. » Il était en train de lâcher. Cette unité, elle a fait toute la différence. Elle déglutit difficilement. « On n'est pas sorti d'affaire, mais oui, il va s'en sortir. » Anna ferma les yeux,
l'épuisement tirant sur chacun de ses muscles. Un soulagement l'envahit comme une vague de chaleur. Elle ne connaissait pas le nom de cet homme. Elle ne connaissait pas son histoire. Mais ce soir, elle avait réécrit la sienne. Et cette fois, elle n'avait pas fui. La première chose que Michael remarqua fut l'odeur stérile. Antiseptique, plastique et quelque chose de vaguement métallique. Puis vint le poids dans sa poitrine, la douleur aiguë dans son flanc et la pression sourde autour de sa tête. Il ouvrit les yeux. Une lumière blanche aveuglante, un ventilateur de plafond tournant lentement au-dessus, le bip rythmé d'un moniteur cardiaque. Et puis, un souvenir. Pas clair, mais quelque chose de flou, comme sous l'eau. Une voix de femme, et son visage, une main agrippant la sienne alors que l'ambulance rugissait sous la pluie. Elle était là, murmura-t-il. Une infirmière leva les yeux depuis le coin de la pièce. « Monsieur Sterling, vous êtes réveillé. » Sterling, c'était son nom. La voix de l'infirmière le confirmait, mais cela semblait distant, étranger. Michael essaya de s'asseoir, grimaçant alors qu'une douleur fulgurante lui transperçait les côtes. « Attention !» l'avertit l'infirmière, en appuyant sur un bouton pour surélever le lit. « Vous avez été inconscient pendant près de 3 jours. Hémorragie interne, clavicule fracturée, 2 côtes fêlées. Vous avez de la chance d'être en vie. » Michael l'entendit à peine. « Où est-elle? »« Qui ?»« La fille de l'ambulance. Elle me tenait la main. » L'infirmière hésita. « Je n'étais pas là, monsieur, mais je peux vérifier auprès des ambulanciers. » Quelques heures plus tard, un de ses assistants arriva, James, celui qui portait toujours une cravate sombre et parlait d'une voix sèche. Il avait l'air à la fois soulagé et tendu. « Monsieur, Dieu merci vous êtes réveillé. J'ai déjà prévenu votre famille. La sécurité a été renforcée. Nous avons tenu toute la presse à l'écart. Ils ne savent pas que vous êtes ici. » Michael le repoussa d'un geste de la main. « Rien de tout ça n'a d'importance. Je dois la trouver. Elle, monsieur. La fille qui m'a sauvé. » James cligna des yeux. « Nous recueillons encore des informations sur l'accident. Vous avez été heurté par une voiture, difficile de dire si c'était un conducteur imprudent ou intentionnel. Pas de papier sur vous à ce moment-là, seulement votre téléphone, qui a été détruit. L'ambulancier a dit qu'une civile vous a trouvé et est montée avec vous dans l'ambulance, mais elle est partie avant de donner son nom. » Michael fronça les sourcils. « Alors commencez par les vidéos de surveillance de l'hôpital. Salle d'urgence, bail des ambulances. Trouvez-la. »« Oui, monsieur. » »« Et James ?» Michael leva les yeux, sa voix plus basse. Elle avait les cheveux bruns, une petite silhouette. Elle m'a regardé comme si j'étais juste une personne, pas un milliardaire, pas un sterling, juste un homme qui avait besoin d'aide. James hocha la tête plus solennellement cette fois. « Nous la trouverons. » À la tombée de la nuit, une équipe avait été dépêchée pour examiner les enregistrements, croiser les visages et faire le suivi avec les ambulanciers. Pendant ce temps, Michael se reposait, si on pouvait appeler ça du repos. Son corps lui faisait mal à des endroits qu'il ne soupçonnait même pas, mais plus profondément que la douleur physique, il y avait autre chose. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti ce genre de contact, inconditionnel, urgent et sans peur. Cela le ramena à un autre moment. Son jeune frère, Evan, piégé dans une épave. Michael était arrivé trop tard. Personne ne s'était arrêté. Personne n'avait aidé. Ils étaient juste passés en voiture. Michael avait construit des murs après ça, des entreprises, de la sécurité, de la richesse. Rien de tout ça n'avait sauvé Evan. Rien de tout ça n'avait comblé le vide en lui. Mais elle s'était arrêtée. Elle était montée dans l'ambulance. Elle était restée. « Trouvez-la, » murmura-t-il à nouveau, à personne en particulier. Pas par obligation, mais parce que quelque chose avait changé au moment où il avait ouvert les yeux et s'était souvenu de son visage. Pas le nom, pas la voix, juste sa présence. La fille qui ne l'avait pas laissé mourir. La cloche au-dessus de la porte du café tinta doucement lorsque Michael entra. L'air sentait la cannelle et le vieux bois, avec le bourdonnement des conversations et le sifflement des machines à expresso en arrière-plan. Il se démarqua immédiatement, costume anthracite impeccable, parfaitement taillé, un bouquet de lys blanc dans une main et une longue enveloppe glissée sous l'autre bras. Anna, essuyant une table près de la fenêtre, leva les yeux. Elle se figea. Il sourit doucement. « Vous êtes bien Anna, n'est-ce pas ?» Elle hocha lentement la tête, ses yeux se plissant de reconnaissance et d'incrédulité. « Vous êtes l'homme de l'ambulance. » Michael s'approcha.
mais pas trop. J'espérais vous trouver. Ça m'a pris un certain temps. Elle regarda les fleurs et l'enveloppe avec méfiance. Pourquoi? Pour vous remercier. Dit-il sincèrement, pour ce que vous avez fait. Je ne connais même pas votre nom de famille, mais je me suis souvenu de votre visage chaque jour depuis. J'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire, dit Anna en se redressant. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Il lui tendit le bouquet. S'il vous plaît, acceptez-les simplement. Elle hésita, puis prit les fleurs sans un mot. Il tendit lentement l'enveloppe. Et ceci, avant qu'il ne puisse finir, elle recula. Non. Michael cligna des yeux. C'est juste un geste. Non, répéta-t-elle, plus fermement cette fois. Je n'ai pas donné mon sang pour une récompense. Je l'ai fait parce que vous alliez mourir. Sa main retomba. Mais vous m'avez sauvé la vie. Et cette vie, dit-elle doucement, ne devrait pas recommencer en mettant un prix sur la gentillesse. Les mots le piquèrent plus qu'il ne s'y attendait. Michael, qui avait négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars, affronté des conseils d'administration d'investisseurs cyniques et construit une vie où la gratitude s'écrivait souvent en chèques et en bonus. Il n'avait jamais ressenti ça. Petit, je voulais juste montrer ma reconnaissance, murmura-t-il. Vous êtes en vie, dit Anna en pliant le chiffon dans sa main. C'est suffisant. Il la fixa, incapable de parler. Elle ne sia pas sous son regard. Je ne veux rien de vous, monsieur Sterling. Michael était abasourdi. Personne ne lui disait jamais non. Pas comme ça. Pas quand la somme dans cette enveloppe pouvait payer son loyer pour un an. Elle se tourna légèrement, prête à retourner à son travail. Je suis désolé, dit-il finalement. Je ne voulais pas vous offenser. Anna regarda par-dessus son épaule. Vous ne m'avez pas offensé. Vous m'avez juste rappelé que la plupart des gens pensent que la bonté doit être payée. Sur ce, elle passa derrière le comptoir, laissant Michael seul, les fleurs acceptées, l'argent refusé. Il baissa les yeux sur l'enveloppe, puis la glissa de nouveau dans sa veste, intacte. En quittant le café, Michael Sterling réalisa quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De l'admiration. Non pas pour la richesse ou le pouvoir, mais pour une personne qui ne demandait ni l'un ni l'autre. Michael devint un habitué. Au début, c'était juste un café, noir, sans sucre. Il s'asseyait dans un coin du café, à l'écart de la foule, son ordinateur portable parfois ouvert, d'autres fois intact, mais ses yeux erraient souvent. Vers Anna, la fille au sourire fatigué, aux mains gracieuses et à la présence si calme et pourtant si ancrée. Il n'apporta plus jamais de fleurs, ne mentionna jamais l'enveloppe. À la place, il parlait. Ça a commencé par de petits échanges, la météo, l'affluence du matin, la machine à expresso en panne. Puis un jour, Michael demanda. « Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ici ?» Anna s'essuya les mains sur un chiffon, s'appuya contre le comptoir et haussa les épaules. « C'est un travail. Après que maman est tombée malade, j'ai dû abandonner l'université. J'étudiais pour devenir enseignante, mais les factures n'attendent pas les rêves. » Michael se pencha, écoutant sans l'interrompre. « Je travaille ici le matin, à la librairie l'après-midi, et le soir j'aide mon petit frère avec ses dossiers de candidature pour la fac de médecine, dit-elle, ses yeux brillant juste une seconde. Il va devenir un grand médecin un jour. Vous avez renoncé à votre rêve pour le sien. Elle sourit faiblement. C'est ce que fait une famille, non? Michael resta silencieux un long moment. Puis il murmura, j'avais un frère, plus jeune. Il est mort dans un accident de voiture. Personne ne s'est arrêté pour aider. L'expression d'Anna s'adoucit. Je suis vraiment désolé. Il était tout ce que j'avais, ajouta Michael, la voix basse. Depuis lors, j'ai cessé de croire aux gens. Anna pencha la tête. Et pourtant, vous êtes là. Il la regarda, quelque chose de non dit passant entre eux. Je crois que votre gentillesse a été la première chose qui m'a fait ressentir quelque chose à nouveau. Cette nuit-là, Michael ne put dormir. Il arpenta les rues jusqu'à ce que la pluie commence à tomber, douce et régulière. Il se retrouva de nouveau devant le café, après minuit. La rue était déserte, les lumières tamisées, le panneau, fermé, se balançant doucement dans la brise. Puis il l'entendit, le dé. Au cliquetis désaccordé de métal sur métal. C'était le carillon à vent qui pendait au-dessus de la porte du café, ou qui avait pendu. Maintenant, il gisait sur le sol, tordu, une corde arrachée. La petite cloche était fêlée. Michael s'en souvenait vaguement de sa première visite,
ses notes sourdes marquant son arrivée. Anna lui avait dit un jour, en passant, que c'était celui de sa mère. Il se pencha, le ramassa soigneusement et le tint comme un secret fragile. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, il revint. Le café était encore fermé. Il se tenait sur la marche mouillée, son manteau humide, les doigts gourds de froid. Avec un morceau de son propre ruban adhésif, qu'il avait dans un vieux kit de randonnée, il rattacha le carillon à son crochet. La réparation était inégale, imparfaite, mais elle tenait. Il laissa un mot, plié et coincé dans le cadre de la porte. Quand Anna arriva ce matin-là, elle s'arrêta, les yeux levés vers le carillon, qui se balançait maintenant doucement dans la brise, ses notes inégales dansant entre les gouttes de pluie. Elle le toucha avec révérence, puis déplia le mot. « Ce son m'a empêché de perdre mon chemin. » Elle resta longtemps silencieuse, ses doigts refermés sur le mot. Les jours passèrent. Leurs conversations s'approfondirent. Anna parlait de sa mère, de la façon dont son rire emplissait la cuisine, de la façon dont le cancer lui avait pris sa voix bien avant de lui prendre son corps. Michael écoutait. Il parlait peu de sa propre richesse ou de son entreprise. Il voulait qu'elle le connaisse en tant qu'homme, pas en tant que milliardaire, et quelque part entre les tasses de café vides et les histoires partagées, quelque chose changea. Un soir, Anna s'assit avec lui sur les marches arrière pendant la fermeture. Le ciel était peint de violet meurtri et d'orange doux. « Je n'arrête pas de penser, » dit Michael, « à ce que vous avez fait, à la façon dont vous m'avez sauvé, pas seulement avec du sang. » Anna le regarda. « Je n'ai rien fait de spécial. »« Si, vous l'avez fait, » dit-il, la voix rauque. « J'ai passé des années à construire des choses, à réparer des systèmes, à résoudre des problèmes, mais je ne me suis jamais réparé moi-même. » Et d'une manière ou d'une autre, une inconnue dans un café l'a fait. Elle baissa les yeux sur ses mains. Peut-être avions-nous tous les deux besoin d'être sauvés. Michael tendit la main, posant doucement la sienne sur la sienne. Je n'aurais jamais imaginé qu'une seule goutte de sang puisse ramener quelqu'un à la vie, dit-il. Mais c'est ce qui s'est passé, littéralement, et de toutes les autres manières. Et dans ce moment calme, aucun des deux ne parla. Non pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce que parfois, le silence dit tout. Le soleil avait juste commencé sa descente, projetant de longues ombres sur le petit café alors que Michael remuait son café intact. Anna essuyait le comptoir, le regardant de temps en temps. Quelque chose dans sa posture était différent, tendu, mais plein d'espoir. Finalement, il se leva et s'approcha. « Anna, commença-t-il, la voix plus basse que d'habitude. Je veux vous demander quelque chose, non pas en tant que l'homme que vous avez sauvé, ni en tant que client, mais en tant que quelqu'un qui croit que vous avez quelque chose dont ce monde a besoin. » Elle haussa un sourcil, mi-amusée, mi-méfiante. « Ça a l'air sérieux. » Michael hocha la tête. « Je veux lancer quelque chose, une organisation à but non lucratif, un réseau d'hôpitaux, de donneurs, de bénévoles, un moyen pour les personnes ayant des groupes sanguins rares d'obtenir de l'aide, rapidement. Je veux l'appeler Life Chain, la chaîne de la vie. » Anna s'arrêta, le chiffon figé dans ses mains. « Je peux le financer, » continua-t-il. « Je peux m'occuper de la logistique, des partenariats, mais j'ai besoin de quelqu'un qui en comprenne le cœur. Quelqu'un qui sait ce que signifie donner non pas pour une récompense, mais parce que c'est juste. » Elle le fixa, ne sachant si elle devait être touchée ou suspicieuse. « Vous voulez que je vous aide à diriger ça? Je veux que vous le construisiez avec moi. » Anna se pencha en arrière, les bras croisés. « Vous êtes un milliardaire, Michael. Vous vivez dans des pentouzes, avez des chauffeurs privés, portez des costumes qui coûtent plus cher que mon loyer. Que savez-vous du sacrifice? » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un défi. Michael déglutit, le regard fixe. « Je sais ce que ça fait d'avoir tout et de perdre quand même la seule personne qui comptait le plus. Mon frère est mort parce que l'aide n'est pas arrivée assez vite. Personne ne s'est arrêté, personne n'a essayé. J'ai vécu avec ce silence pendant des années. » Anna cligna des yeux, prise au dépourvu par la crudité de sa voix. « Je n'ai pas pu le sauver. » Ajouta Michael, « mais peut-être que je peux aider à sauver le frère, ou la mère, ou l'enfant de quelqu'un d'autre. » Anna posa lentement le chiffon. « Et ce n'est pas juste un autre projet de prestige pour votre équipe de relations publiques? Pas de presse, pas de projecteurs? Je vous donne ma parole. Juste des gens qui aident des gens. C'est tout. » Elle l'étudia un instant de plus, puis hocha la tête. « D'accord, mais on le fait à mes conditions. » Il sourit,
le soulagement visible sur son visage. Énoncez-les. Pas d'interview, pas de gala de donateurs, pas de carte de crédit en échange de dons de sang. Nous construisons cela pour que ça fonctionne en silence, là où ça compte. Michael lui tendit la main. Marché conclu. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Anna n'avait jamais vu l'intérieur d'une salle de conseil auparavant, mais maintenant elle y était assise, en face de directeurs d'hôpitaux et de corps d'intervention d'urgence. Michael lui laissait de l'espace, la laissant toujours parler en premier, la soutenant toujours. Ils appelèrent le projet Life Chain. Chaque nœud du réseau suivrait les donneurs par groupe sanguin et par lieu, les alertant en temps réel si quelqu'un à proximité avait besoin d'aide. Des bénévoles furent formés, des hôpitaux équipés, des protocoles rationalisés. Et surtout, c'était gratuit. Pas d'assurance, pas de facture, juste de l'aide. Anna se retrouva à se réveiller plus tôt que d'habitude, à veiller plus tard qu'elle ne l'aurait cru possible. Et Michael, il avait l'air plus vivant que jamais. Non pas à cause de la richesse, mais parce que pour une fois, il construisait quelque chose qui ne pouvait pas être vendu. Un soir, après une longue réunion, Anna s'assit avec Michael sous un pont de la ville où la première unité mobile Life Chain était en préparation. Le bourdonnement de l'équipement, la douce lueur des lumières LED et le son d'un objectif silencieux remplissaient l'air. Pensez-vous parfois, demanda Anna, à quel point les choses auraient pu être différentes si quelqu'un s'était arrêté pour votre frère? Michael la regarda, une douce tristesse dans les yeux. Tous les jours. Elle toucha sa main, brièvement. Eh bien, maintenant, quelqu'un le fera. Et à ce moment-là, entre des étrangers qui n'en étaient plus, quelque chose de plus chaud que le sang commença à couler. Le bourdonnement des conversations résonnait dans la modeste salle communale au cœur d'une petite ville, l'une des nombreuses étapes de la tournée de sensibilisation de Life Chain. Des affiches tapissaient les murs, des visages de survivants et de bénévoles, de vraies histoires de sauvetage de dernière minute et de héros inattendus. Au centre de tout cela se tenait Anna, tenant une tasse chaude de thé au jasmin, ses yeux aimables mais modestes. Life Chain avait grandi plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Des hôpitaux de tout le pays avaient rejoint le projet. Des dizaines de vies avaient déjà été sauvées grâce au système de donneurs à réponse rapide. Et pourtant, Anna restait la même, toujours cette serveuse qui essuyait autrefois des tables et croyait que la gentillesse n'était pas à vendre. Michael se tenait à proximité, l'observant. Elle parlait avec une mère qui avait donné son sang après l'accident de son fils. Anna tenait les mains de la femme, l'écoutant de toute sa présence. Quelqu'un demanda à Anna de faire un petit discours. Elle hésita, puis s'avança. « Je ne suis pas ici parce que je suis une héroïne, dit-elle. Je suis ici parce qu'une fois, quand j'avais 18 ans, quelqu'un que j'aimais avait besoin de moi, et je n'ai rien fait. J'ai eu peur. J'ai laissé la peur faire un choix pour moi, et il est mort. Depuis, je vis avec le poids de ce silence. » Elle regarda les visages autour d'elle, certains reconnaissants, certains en larmes. « Maintenant, je fais ça, non pas pour effacer le passé, mais pour faire la paix avec lui. Je fais ce que je peux pour que quelqu'un d'autre n'ait pas à ressentir ce regret. On n'a pas toujours de seconde chance, mais quand on en a, on doit les honorer. » La salle éclata, en applaudissements discrets. Anna descendit de l'estrade, les joues rouges, et Michael la rejoignit à mi-chemin, lui offrant une serviette en papier pour ses larmes. Ils voyageaient ensemble de ville en ville, dans les écoles, les cliniques, les centres communautaires. Partout, Anna était accueillie non pas comme une célébrité, mais comme une sœur, une fille, une amie. Sa présence réconfortait les gens d'une manière qu'aucun argent ni aucune renommée ne pouvaient reproduire. Michael commença à changer d'une manière que même lui n'attendait pas. Il n'avait plus de téléphone. Il cessa d'utiliser un chauffeur. Sur la route, il apprit à monter des unités mobiles de dons de sang, à manipuler les glacières, et même à parler doucement à des parents terrifiés. Un matin, Anna prépara une petite théière de thé au jasmin dans une clinique tout en préparant des colis de soins pour les nouveaux donneurs. Michael était assis tranquillement à proximité, lisant des documents. Il accepta le thé, sirota et sourit. « Vous savez, j'avais l'habitude de commencer ma journée avec un triple expresso, je me brûlais la langue tous les matins. Anna glausa. Et maintenant, je laisse les choses infuser, dit-il. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion du conseil d'administration en ville, un assistant bien intentionné posa une tasse élégante de café artisanal devant lui. Michael baissa les yeux,
puis la repoussa doucement. « Merci, mais j'ai trouvé quelque chose qui calme mieux la tempête. » L'équipe semblait perplexe, mais il se contenta de sourire et de siroter son thermos, rempli de thé au jasmin. Anna le découvrit par accident en attendant dans son bureau avant une réunion de stratégie sur les donneurs. Elle ouvrit une armoire à la recherche de stylos et trouva une collection de boîtes de thé bien rangées, toutes au jasmin, chacune avec une note manuscrite. Sur une boîte, écrit de sa belle écriture, « Boire pour se souvenir pourquoi je me suis réveillé. » Son souffle se coupa une seconde. Elle ne dit rien. Lors de l'une de leurs dernières visites de la saison, ils arrivèrent dans une clinique rurale juste au moment où une jeune fille s'effondrait d'anémie dans les bras de son père. L'équipe entra en action. Michael se coordonna avec l'hôpital. Anna s'agenouilla à côté de la fille, lui tenant la main, murmurant doucement pendant que les médecins travaillaient. Les doigts de la fille se recroquevillèrent autour de la paume d'Anna. Sa respiration ralentit. Quand ce fut fini et que la fille fut stabilisée, Anna sortit pour reprendre son souffle. Michael la suivit, l'observant à quelques mètres de distance. « Vous l'avez encore fait ?» dit-il. Elle se tourna. « Nous l'avons fait. Nous tous. »« Non ?» dit-il. « Cette petite fille, elle grandira grâce à vos mains. Parce que vous êtes resté calme. Parce que vous croyez en quelque chose qui ne peut pas être acheté. » Anna le regarda, surprise par l'émotion dans sa voix. « Vous ne donnez pas seulement du sang, Anna, murmura-t-il. Vous donnez la vie. » Chaque fois. Elle ne répondit pas, mais le silence entre eux était lourd de sens. Michael s'était lancé dans cette aventure en pensant qu'il pourrait rembourser une dette. Mais quelque part en chemin, il réalisa que certaines dettes ne sont pas faites pour être remboursées. Elles sont faites pour être vécues. Et c'était ce qu'il faisait maintenant, vivre pour la première fois. Le grand hall du centre-ville de Chicago scintillait sous les lumières douces d'une centaine de lustres. Des rangées de chaises blanches bordaient l'espace, chacune remplie de médecins, de donneurs, de bénévoles et de familles, dont beaucoup étaient en vie aujourd'hui, grâce à quelques précieuses gouttes de sang. À l'avant se trouvait un podium élégant et moderne portant l'emblème de Life Chain, un battement de cœur doré enveloppé dans un cercle de mains liées. Anna se tenait au fond de la salle, son cœur battant plus fort que jamais. Elle portait une simple robe bleue, ses cheveux relevés, un badge de bénévole encore accroché à sa poitrine. Elle ne s'attendait pas à être sous les feux des projecteurs aujourd'hui. Cela faisait un an que Life Chain était né, un an qu'une goutte de sang avait changé leurs deux vies. Le maître de cérémonie s'éclaircit la gorge et présenta l'orateur principal. Michael Sterling monta sur le podium dans un costume gris qui semblait à la fois élégant et sans effort. La salle se tut alors que son regard balayait la foule. « Il y a un an, commença-t-il, j'étais mourant. Pas seulement physiquement, bien que ce fût certainement le cas, mais d'une manière plus profonde. J'étais déconnecté du monde, d'un but, des gens. Je croyais au système, pas aux âmes, au contrat, pas à la gentillesse. » Il fit une pause. Et puis un jour, à l'arrière d'une ambulance, une étrangère a refusé de me laisser mourir. Elle était petite, à peine assez forte pour tenir tête aux règles de l'hôpital, mais elle l'a fait. Elle a surmonté la peur, des souvenirs qui la hantaient, et elle m'a donné une seconde chance. Les mains d'Anna se resserrèrent sur le programme qu'elle tenait sur ses genoux. Elle baissa les yeux, les joues chaudes, ne sachant pas où cela menait. Michael continua, sa voix stable mais chargée d'émotion. Cette goutte de sang a maintenu mon cœur en vie, mais ce qui a suivi a maintenu mon esprit en vie. Ses mots, son exemple, son refus d'accepter des louanges ou de l'argent. Elle m'a mis au défi de vivre non seulement comme un survivant, mais comme quelqu'un digne d'être sauvé. Il se détourna du podium. Je voudrais appeler quelqu'un ici aujourd'hui. Elle ne sait pas que cela va arriver, et elle me grondera probablement plus tard. Mais Anna Whittaker, voudriez-vous me rejoindre? La foule se tourna. Anna se figea, les yeux écarquillés. Un des bénévoles la poussa doucement. Elle se leva lentement, les jambes chancelantes, et se dirigea vers la scène sous des applaudissements grandissants. Quand elle atteignit Michael, il lui prit la main. « Salut » murmura-t-il. « Désolé pour l'embuscade. » Elle eut un petit rire. « Tu vas le regretter si je m'évanouis. » Il gloussa, puis se tourna de nouveau vers le microphone. « Tout le monde, voici Anna. Certains d'entre vous la connaissent comme la fille qui a lancé Life Chain avec moi, d'autres comme la voix derrière nos vidéos de formation des donneurs, mais pour moi, elle est celle qui m'a sauvé la vie, non seulement en donnant son sang, mais en donnant tout ce qu'elle est. » Puis il recula,
prit une profonde inspiration et s'agenouilla. La salle devint complètement silencieuse. Michael sortit une petite boîte en velours de sa poche et l'ouvrit pour révéler une bague. Simple, élégante, avec une seule pierre de saphir. « Anna, dit-il, la voix légèrement tremblante. Tu ne pèses peut-être pas assez pour donner une pinte de sang entière, mais ton cœur contient plus que quiconque que j'ai jamais connu. Tu es la raison pour laquelle je me réveille chaque matin avec un but. Tu es ma seconde chance, ma lumière, mon foyer. Veux-tu m'épouser ?» Anna haleta doucement, des larmes montant à ses yeux. Pendant un instant, son passé défila dans son esprit. La chambre d'hôpital où elle n'avait pas réussi à sauver son meilleur ami, la culpabilité qu'elle avait portée pendant des années, la peur de ne jamais être assez. Mais c'était avant. Maintenant, elle était là, sur une scène, avec un homme qui voyait tout en elle et ne demandait rien d'autre que son amour. Elle tomba à genoux, elle aussi, lui faisant face. Tous deux accroupis devant des centaines de témoins. « Je n'ai pas pu sauver la personne que j'aimais il y a des années, » murmura-t-elle. « Mais si demain je peux devenir ta femme, je continuerai à sauver, avec amour. » Le public éclata, en applaudissements. Les appareils photo crépitèrent, non pas pour les tabloïds, mais pour capturer un moment de rédemption, de guérison, de quelque chose de vrai. Michael glissa la bague à son doigt et ils se levèrent ensemble, se tenant la main alors que la bannière de Life Chain se déroulait derrière eux. Il ne s'agissait jamais de sang, pas vraiment. Il s'agissait de connexion, de ces lignes invisibles qui lient les étrangers par des actes de courage et de bienveillance. Et à cet instant, Michael et Anna n'étaient pas un milliardaire et une serveuse, pas un fondateur et une bénévole. Ils n'étaient que deux personnes, liées non par le statut mais par une promesse qui avait été faite en silence et qui était maintenant prononcée à voix haute. Vivre l'un pour l'autre, chaque jour, pour le reste de leur seconde chance. Si cette histoire a touché votre cœur, même un tout petit peu, imaginez combien de vies supplémentaires peuvent être changées par de simples actes de gentillesse. Anna a donné plus que du sang. Elle a donné une seconde chance, non seulement à un homme, mais à une âme qui avait besoin de se souvenir de ce que signifie ressentir, se soucier, aimer. Si vous croyez aux histoires qui guérissent, qui remuent quelque chose de profond en vous, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Histoires qui touchent l'âme pour d'autres récits puissants et sincères comme celui-ci. Cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer un moment où la compassion change tout. Car parfois, il suffit d'un petit acte pour réécrire toute la vie de quelqu'un.